C'est vous qui m'avez dit qu'il serait 4 ou 5. Alors, bienvenue. On a à peu près 1h15 pour vous parler d'un sujet qui est assez ambitieux, comme vous l'avez compris, comment la recherche et l'innovation peuvent-elles sauver la Terre? Alors, on ne fera pas de commentaires sur le fait que la Terre pourra sauver elle-même, et ça serait plutôt l'humanité. Mais nous allons recevoir, pour parler de ce sujet, 2 personnes, vous l'avez compris. Madame Fatoumata Kébé, qui est doctorante en astronomie. Elle a intégré l'université Pierre et Marie Curie. Elle est donc doctorante en astronomie de l'Observatoire de Paris, lauréate du concours mondial des jeunes innovateurs de l'Union internationale des communications. Elle a fait une thèse sur les débris spatiaux artificiels. Et elle a lancé un projet Connect Déco qui propose de répondre aux problèmes auxquels font face les agriculteurs grâce à l'utilisation d'objets connectés. Donc, ça sera une autre partie du sujet qui sera effectivement l'agriculture. Monsieur Mathieu Villiers, directeur de la rédaction de Science et Vie, un journal magazine qui a vu, je crois, sa naissance en 1913. Il est un vulgarisateur émérite de toutes les découvertes scientifiques, plus largement. Il rencontre régulièrement des progrès de la connaissance, donc vous imaginerez qu'il a de nombreuses réponses aux questions que vous pourrez lui poser. Mais il y a un sujet sur lequel il sera peut-être intarissable, qui est un sujet très technique, dont il nous parlera, qui est relié aux émissions de CO2 et donc à la problématique de dépollution de l'air. Et nous parlerons évidemment avec Fatoumata Kébé de la dépollution de l'air, mais de l'air au-dessus. Alors, quel type d'innovation pour quel type de menaces? En termes d'introduction, les menaces, on les connaît, on est au cœur de la COP21. Elles sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment celles qui sont reliées aux émissions de gaz à effet de serre, qui font que notre préoccupation, j'allais dire, de ces 2 semaines, c'est la réduction de ces gaz et en même temps faire en sorte que notre température n'excède pas un objectif qu'on s'est donné qui est de, on va dire, 4 degrés, qui est de 3 degrés maintenant, parce que probablement ça sera le résultat de la COP21. La pollution des sols, qui est un des grands sujets qu'on ne cesse aussi de cacher, mais qui est un sujet majeur. La pollution et l'acidification des océans, l'évolution absolument phénoménale des perturbateurs endocriniens qui sont liés aux maladies environnementales et qui sont des sujets, entre guillemets, de préoccupation sur lesquels on peut imaginer que la recherche et peut-être des technologies trouveront des solutions à ces menaces. Alors, l'ensemble de ces menaces ont des effets collatéraux, évidemment, sur la croissance, de l'empreinte des infrastructures numériques qui coûtent de plus en plus cher, j'aurais dû cacher cela, pardonnez-moi, sur l'érosion de la biodiversité, sur les effets de migration des populations, dont on ne peut pas occulter les effets désastreux. Et dans un même temps, on a l'émergence exceptionnelle de recherche et d'innovation. Et on va les citer très rapidement. Le développement de ce qu'on appelle de façon un peu un acronyme NBIC, qui sont les nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et cognitives. Le développement des BOPS, c'est-à-dire les bâtiments à production d'énergie et bas carbone. Le développement des technologies de l'information et plus particulièrement des réseaux satellites. On parlera de cela et grâce à des programmes de constellation. Le développement de la géo-ingénierie et l'ingénierie du climat. Technologie de captage de CO2, qui est un des sujets aussi essentiels dont on reviendra. Et puis le développement de tout ce qu'on appelle la chimie verte et bien sûr du biomimétisme, qui est simplement l'inspiration que nous donne le vivant depuis l'émergence de la vie il y a 3,8 milliards d'années. Donc plusieurs questions vont se poser sur ce que je vais appeler, pas moi d'ailleurs, qui vient de Laurent Alexandre, de ce qu'il appelle le tsunami technologique, qui va nous questionner au fondement de notre société, donc de notre humanité. Et je le cite,
L'homme 2.0 arrive, la réalité des implants cérébraux pour nous augmenter n'est plus à démontrer, et ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Bill Gates estime qu'en 2035, les automates auront remplacé les infirmières. Nous entrons dans un effet domino dans la guerre des cerveaux. L'école de demain va gérer les cerveaux et non les savoirs. Il s'agira de savoir comment modifier les cerveaux pour apprendre plus vite. Alors, sur ce, cher Mathieu, quelles sont, dans cette publication qui traite en tout cas de toutes les grandes découvertes, les grandes innovations, quelles sont depuis, on va dire, 1913 et peut-être plus récemment, les grandes évolutions, les grandes ruptures technologiques auxquelles on peut être confronté quand on est un lecteur ou auxquelles on aspire de découvrir quand on est aussi un lecteur qui veut comprendre comment le monde change. Merci Louis-Albert. Petite question, un siècle de science et de vie en 3 minutes chrono. Merci Louis-Albert, merci. Merci François de Marchand. Merci François de Marchand. Alors, 1913, c'est l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc, dans les premières années, ce journal a eu pour mission principale de renseigner les gens de l'arrière sur ce que faisaient ceux qui étaient devant, de leur donner un petit peu de conseils en matière d'hygiène. On venait de découvrir les microbes, c'était peu après Pasteur, c'était pas inutile. Enfin bref, la vie de ce journal a épousé le siècle, le XXe siècle, et on a suivi toutes les évolutions. Les grandes étapes sont bien évidemment la Première Guerre mondiale. S'ensuit une période extrêmement, semble-t-il, joyeuse, débridée, créative, qui dure hélas très peu de temps. Deuxième Guerre mondiale, la science et la vie reprend ses habits de guerre, et arrivent les 30 Glorieuses, période formidable où on a salué un nombre d'innovations incalculables qui ont toutes été saluées dans les colonnes du journal par les équipes qui nous ont précédés. Je ne vais peut-être pas en faire la liste exhaustive aujourd'hui. On peut demander aux Français d'ailleurs ce qu'ils trouvent avoir été les innovations les plus marquantes dans le domaine des sciences et techniques. Le résultat est un petit peu déprimant. Pour les femmes, c'est la pilule et le lave-vaisselle, et pour les messieurs, c'est la télé et la voiture. Mais il n'y a pas eu que ça quand même. On a assisté à des révolutions paradigmatiques extrêmement fortes dans tous les domaines. Au début du siècle dernier, il faudra me couper après, parce qu'avec des questions là, comme ça, hein, parce que au début du siècle dernier, dans les sciences fondamentales, c'était un moment extraordinaire pour lancer un journal comme celui-là, puisqu'on était encore à la période post-newtonienne, c'est-à-dire que l'univers n'a pas d'histoire, tout baigne dans une sorte d'éther, enfin, et puis tout à coup, patatras, Albert Einstein arrive, suivi de près par Monsieur Planck. On doit la relativité générale et restreinte au premier et la physique quantique au second. On apprend que le temps et l'espace, c'est un petit peu la même chose, que la matière et l'énergie, c'est exactement la même notion, et que tout ça se déploie dans strictement rien, dans un univers qui a eu un début et qui aura sans doute une fin. Donc ce sont quand même des notions qui sont assez peu intuitives, et que ce journal, il nous revient aujourd'hui de l'animer, a rendu compte de toutes ces évolutions extraordinaires. La fin de la période, la fin du XXe siècle n'a pas été avare non plus. Hein. La découverte de l'ADN, par exemple, au milieu des années 50, a fini par produire le décryptage du génome humain au tournant du XXIe siècle, pour parler que des sciences de la vie, mais dans les sciences de l'univers aussi. On a mis la main sur le boson de Higgs il y a 3 ans maintenant, mettant une sorte de terme définitif ou pas, mais une quête incroyablement profonde et théoriquement complexe, mais une des plus belles aventures de l'esprit. On a eu, grâce au satellite Planck, il y a 2 ans, une photo de l'univers comme on pense ne pas pouvoir en espérer une plus profonde, une plus historique, une plus belle. C'est cette photo du satellite Planck que vous avez sans doute vue. Elle a fait l'ouverture de tous les JT, qui est une sorte de ballon de rugby coloré de petits points multicolores. Enfin bref. Ça a été un siècle extrêmement riche et fécond. Alors, un mot sur le thème du jour, qui était « Est-ce que la science va pouvoir sauver la planète et ceux qui vivent dessus ?» D'une certaine manière, et peut-être un peu comme une provocation, la science et les techniques l'ont déjà un petit peu sauvé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au début du siècle dernier, pour refaire un pas en arrière, ceux qui naissent au début du XXe siècle, alors les 2 guerres n'ont pas aidé bien sûr, mais ont une espérance de vie qui doit être à peine supérieure à la moitié de l'espérance de vie de ceux qui vivent aujourd'hui. Les sciences et les techniques n'y sont pas tout à fait pour rien. On est globalement beaucoup mieux instruits, on est en meilleure santé, on a une meilleure alimentation, on
on se fatigue moins à la tâche, même si tout n'est pas facile, et on est à peu près correctement chauffé. Donc d'une certaine manière, les sciences et techniques ont déjà affranchi et libéré l'homme d'un certain nombre de difficultés et de contraintes. C'est juste histoire de provoquer tout le monde. Alors, on est quand même, je dirais, probablement, en tout cas, dans un institut comme Pierre et Marie Curie, à un tournant de la recherche. Peut-être que vous pouvez, Fatoumata, nous dire à quel point la recherche chez Pierre et Marie Curie est en train d'évoluer, ou les grands sujets, que ce soit ceux sur toutes les problématiques autour de l'énergie, autour du stockage de l'énergie, ou alors les problématiques autour de la santé, qui sont assez majeures, sont finalement les nouvelles stratégies des instituts de recherche. Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Merci. Alors, à la base, moi, je suis plutôt dans l'astronomie, donc quand on parle de santé, etc., c'est intéressant, mais c'est pas trop mon sujet. Mais ça n'empêche que l'université Pierre-Marie-Curie, à la base, c'est une université purement scientifique. Quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait que des sciences. Et actuellement, maintenant, ils développent des licences et des masters à double mention, qui peuvent être littérature et sciences. Et c'est vrai qu'il y a un effort qui a débuté il y a quelques années maintenant pour faire ce qu'on appelle de la valorisation de la recherche. Faire en sorte que ce que les chercheurs trouvent, on puisse réfléchir à comment on pourrait l'implémenter dans la vie de tous les jours. Donc actuellement, ils ont mis en place ce qu'on appelle une société d'accélération de transfert de technologie, une SAT, qui, elle, en gros, c'est des personnes qui ne sont pas purement chercheurs, qui vont nous aider à rendre accessible la technologie aux industriels, entre autres, qui vont ensuite pouvoir la diffuser auprès de la population. Donc, il y a quelques mois, j'ai pu suivre une session de formation avec eux et j'ai rencontré des chercheurs d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui apprenaient à faire un business plan et également à apprendre à écouter, entre guillemets, de futurs potentiels clients pour modifier leur travail de recherche qui, à la base, était purement fondamental. Donc là, c'est vrai qu'on se dirige un peu vers la recherche industrielle, mais sans le terme péjoratif. On n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires, mais juste faire en sorte de créer une connexion qu'on avait sans doute perdue entre les chercheurs et la population. Donc pour l'instant, c'est ce que je peux dire sur l'effort qui est actuellement mené par l'université Pierre et Marie Curie. On a évoqué un certain nombre de menaces. En même temps, on sait peu de choses sur des grands sujets qui est, encore une fois, l'un des plus prégnants de la COP21, qui est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la technologie actuelle pourrait être et donc le produit de la recherche, pourrait être une solution à l'effet, je dirais, accéléré du réchauffement planétaire, qui est un sujet sur lequel je pense que non seulement vous avez une réponse, mais en plus ça, vous avez des graphes. Oui, je vais vous embêter avec un graphique ou deux. Alors, pour répondre à votre question, et je pense que ça fera mystère à personne, puisque l'ADEME, d'ailleurs, a rendu un rapport assez remarquable au début de cet automne là-dessus. Il y a, en tout cas en France aujourd'hui, des possibilités connues qui demandent un peu d'intelligence, un peu d'effort, mais de l'intelligence et des efforts, on en fait dans beaucoup de domaines, donc pourquoi pas là, pour avoir de l'énergie décarbonée en France, et y compris en baissant la part du nucléaire, ainsi que les autorités politiques s'y sont engagées. Donc la réponse est évidemment oui, et c'est tout à fait possible. C'est pas simple, mais c'est possible. Il y en a pour une génération, 20-30 ans pour y parvenir. Normalement, tout le monde doit le savoir. Après, la volonté politique, les leviers d'investissement, moi, c'est pas mon affaire. Je voulais vous dire une chose sur le CO2. Donc, je vais me rapprocher de l'ordinateur pour vous montrer un graphique, parce que c'est une chose qui n'est pas dite, en fait. Et moi, j'avais envie d'en parler. On en a un peu parlé dans le journal. Et on pense que c'est bien que les gens le sachent. Pas dite par qui? Par les négociateurs ou alors simplement par les experts du GIEC ou par... Alors les experts du GIEC en parlent un petit peu, de manière assez peu consensuelle. Dans la conclusion qui est faite
aux décideurs, c'est-à-dire que les hommes politiques n'ont pas à s'avaler des pavés incompréhensibles, mais ils leur font une note de synthèse. Il n'est jamais fait mention de cette question-là dans les notes de synthèse. Et pour cause, c'est un sujet qui est un peu délicat. Les nouvelles sont pas très bonnes. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Normalement, on fait mieux que ça, mais slideshow, voilà. Alors, voilà. Je vois que c'est changer le climat. J'imagine qu'après, on parlera de contrôler le climat. C'est-à-dire que le thème de la conférence, c'est changer le climat. Là, c'est un peu hors sujet, parce que l'idée, c'est qu'il ne change pas. Donc, le thème là, de la conférence, c'est surtout ne pas changer le climat, contrairement à ce que font nos amis dans les autres salles. Alors, ce graphique est assez... Ah ben c'est bien, je l'ai devant moi. Il est assez parlant. Sur les années 1870-1970, les activités humaines ont rejeté 750 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est la petite partie orange du camembert. La grosse partie jaune qui est devant nous, c'est ce qui a été rejeté sur la période 1970-2014, un peu plus d'1 milliard de tonnes. Si on dit qu'on veut maintenir le niveau de réchauffement à 2 degrés, car la correspondance entre nombre de particules de CO2 dans l'atmosphère et température de l'atmosphère est assez bien connue, l'intervalle de confiance est assez large, mais enfin globalement ça commence à être à peu près connu, ça veut dire qu'il nous resterait un budget, si on peut dire, de 1200 milliards de tonnes à émettre dans l'atmosphère, à l'issue de quoi, probabilistiquement, le cap des 2 degrés Celsius serait franchi. Ça fait pas beaucoup, quoi. Alors, évidemment, c'est-à-dire qu'au rythme actuel, c'est 30 ans. Voilà. Il faut préciser que ce qui est émis reste stocké dans l'atmosphère pendant un temps indéterminé. Ah ben, indéfiniment. C'est fait bien de le remarquer. Le CO2 qui est émis, il est suprastable. Il y en a un tout petit peu qui retombe. Enfin, globalement, il ne bouge plus, il est là, il s'y sent très bien. Et une fois qu'on a épuisé, entre guillemets, ce quota d'émissions, dans le cadre d'un objectif de 2 degrés, d'augmentation de 2 degrés, c'est terminé, on passe au-dessus. Donc, globalement, il y en a pour 30 ans. Deuxième schéma, après, il n'y en a plus. Plus difficile. Alors, celui-là, il est un petit peu plus compliqué, mais mes confrères au bureau qui ont travaillé là-dessus m'ont dit tu n'y arriveras pas. Bon, moi je vais essayer quand même. Sur l'axe de gauche, ce sont le nombre de milliards de tonnes émises chaque année. Vous voyez que là, actuellement, le graphe commence en 1980, donc on doit être dans les 30 milliards. Déjà, j'arrive pas jusqu'à là. Ici. Là, on est à 30 milliards de tonnes par an. Il y a plusieurs scénarios derrière. Alors, prenons le méchant tout en haut, le rouge, le pas beau. Le pas beau, il dit, on continue à grimper comme ça. Et puis même, ça s'accélère un petit peu, parce que je vous signale qu'on est 7 milliards, on devrait être un petit peu plus de 10 milliards en 2100. Donc tout ça devrait monter un peu, et puis quand même s'infléchir légèrement. Globalement, ça donne plus 5 degrés. L'objectif est à plus 2. Prenons le scénario marron, en dessous, légèrement plus modéré. On est à plus 4, s'il y a un gros effort qui est fait en fin de période. D'accord. Prenons le scénario jaune-orange, qui est l'avant-dernier en bas. On est à plus 3. Le seul scénario où on tient le plus 2, c'est le scénario bleu. Et le scénario bleu, il dit une chose très précise. Émission nette négative. Là. Ça veut dire qu'il ne suffira pas de réduire les émissions. Il va falloir enlever le CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est très compliqué à faire. Les hommes politiques ne veulent pas entendre parler. Il n'y a pas moyen de leur mettre ça dans le citron. Parce que, globalement, ça veut dire, si on peut enlever le CO2, on peut continuer à polluer. Finalement, on peut continuer à enlever du CO2. On trouvera bien un moyen de le retirer. Alors, le moyen de le retirer, il n'est pas simple du tout. Simplement, ces 2 graphiques démontrent, nous semble, d'une manière extrêmement nette, que l'augmentation de 2 degrés, au rythme où vont les choses, en 2040, c'est terminé et que le monde ne va pas s'arrêter en 2100. Alors, l'objectif de la COP 21,
2 degrés, on en entend tous parler, mais à quel terme? On ne sait pas trop. Globalement, par là, à peu près. Voilà. Donc, en fait, ils suivent le scénario orange, c'est ça l'objectif, qui finalement ne fait pas grand-chose qu'en 2040 et conduit à 3 degrés de réchauffement avec des efforts qui sont après. Bref. La communauté des climatologues et des ingénieurs du climat s'entendent tous pour dire que c'est assez simple, en fait. J'aurais pu faire beaucoup plus court. C'est une baignoire, le robinet c'est du CO2, la bonde est bouchée et ça coule. Donc de toute façon, à la fin ça déborde. La question est évidemment de régler le débit. Ça débordera plus vite si le débit est élevé, mais il faut trouver un moyen de vider la baignoire. Et je pense que pour répondre à la question de savoir est-ce que les sciences et les techniques seront en mesure de sauver, si ce n'est le monde, mais en tout cas le climat, pour rester dans un intervalle qui est jugé gérable, ça revient simplement à dire, est-ce que les sciences et les techniques seront capables d'extraire des centaines de milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère? Voilà. Et est-ce que dans les... Oui. Mais dans les différentes hypothèses des techniques réalisables, alors on sait qu'on peut stocker a priori du carbone dans le sol, mais on n'en est pas très pour des raisons... encore une fois environnementale, on craint que ça ne puisse pas fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres solutions technologiques auxquelles on a déjà réfléchi, qui feraient progresser en tout cas le débat, ou est-ce qu'on peut aussi dire, et on parlera d'agriculture certainement, que la fixation du CO2 par l'agriculture, comme ça l'est par les forêts, comme ça l'est par les océans, c'est à ce moment-là une innovation qui n'en est pas une, parce que c'est le même mécanisme de la Terre qui est reproduit depuis des millions d'années. Donc est-ce que l'on a précisément des technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui sont à l'étude et qui pourraient être effectivement recevables? Recevable, je ne sais pas, ça dépend du public, parce que l'idée que l'homme puisse modifier la nature est quelque chose c'est une idée qui se porte plus ou moins bien dans l'opinion. Et actuellement, elle se porte beaucoup moins bien qu'il y a quelque temps, pour des raisons qu'on peut aisément comprendre. Il y a 2 grandes familles de réponses à ce problème-là, pour ceux qui acceptent de s'y pencher, qui sont, de notre point de vue, trop peu nombreux. Bon. La première, c'est de dire il faut capter le CO2, il faut le récupérer. Alors il y a plein de possibilités. C'est assez gigantesque comme chantier. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de solution. C'est pas commode, c'est un assez gros travail. On a listé un certain nombre de pistes dans notre magazine. On pourra les développer je pourrais les citer une à une si vous le souhaitez, mais globalement, ça consiste à essayer de recapter le CO2. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais à chaque fois, c'est assez gigantesque. Mais c'est pas impossible. On va peut-être aller sur Mars, et c'est sans doute pas beaucoup plus compliqué que d'aller sur Mars, et c'est peut-être tout aussi nécessaire, voire davantage. C'est pas à moi d'en juger. La deuxième famille d'inspiration pour faire ça, qui est politiquement, socialement, peut-être moins acceptable encore, et sur laquelle il y a un côté apprenti sorcier qui fait peur à tout le monde, c'est de dire on n'a qu'à le changer, le climat. C'est-à-dire que le climat, c'est de la physique et de la chimie. Ça se modifie. Par exemple, je peux envoyer des bonbonnes de soufre dans l'atmosphère, et puis ça va faire du SO2, et puis ça va renvoyer toute la... On l'a vu en Chine. Ils ont un peu fait des tests dans ce sens-là, où je peux balancer quelques gigatonnes de fer aussi dans les océans, et puis la captation du CO2 sera meilleure. Ou je peux même déployer un immense parasol au-dessus de la Terre, on vivra un peu à l'ombre. Bon, ça nous changera un peu les conditions d'exposition au soleil, mais bon. Il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à des idées comme celle-là. Elles nous paraissent aujourd'hui philosophiquement insupportables, sans doute économiquement difficilement soutenables et techniquement extrêmement complexes. Et donc, on comprend bien pourquoi on en parle peu. Simplement, moi, je suis venu vous dire ici que ces idées-là, on va en réentendre parler, parce que ces graphiques-là, ils nous disent très clairement qu'on ne va pas pouvoir se satisfaire d'une réduction des gaz à effet de serre, parce que ça va déborder pour de bon. Voilà. Alors Mathieu, ce que vous dites finalement, c'est que ce sont des chantiers absolument colossaux sur le plan technologique. La recherche et l'innovation probablement ont déjà, un peu comme la voiture électrique, anticipé des besoins. Simplement, ni les États veulent en entendre parler, ni les politiques, parce que d'abord il y a une résistance à l'investissement probablement,
et il y a une résistance simplement à l'opinion publique. Oui, enfin, c'est quelque chose qui est jugé. Ça serait d'avouer je dirais, la modélisation telle qu'elle nous l'est vendue comme étant partiellement fausse, mais avec des conséquences considérables. C'est-à-dire je parle de ma position de journaliste scientifique à Sciences et Vie. Voilà. Encore un slide, un tout petit. Ça, c'est un papier de 1958 dans Sciences et Vie. J'ai fait une photo un peu à l'arrache avant de venir, c'est pas très clair, mais le chapeau, je crois, dit « Le charbon que nous brûlons réchauffe la Terre. Conséquence possible, le déluge, 1958. » On est bien avant Stockholm et la première conférence sur le climat. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet, il n'est pas nouveau. On n'est pas beaucoup plus intelligent que les autres non plus. C'est quelque chose qui est un petit peu déjà débattu, en tout cas par les gens qui s'intéressent à ces questions depuis très 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 longtemps. Pour autant, pour ce qui nous concerne, on n'a pas un goût immodéré pour les consensus. Voilà, on aime bien aussi la science qui nous provoque, qui nous fait réfléchir. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle, et même les années 2004-2005, pour que véritablement l'ensemble de la rédaction se dise « Ok, on ne peut plus être climato-sceptique, tout concorde, tout converge, et une fois n'est pas coutume, on a été en consensus tous ensemble pour dire que cette histoire, elle était pliée, que le réchauffement existait, qu'il avait une cause anthropique et que le CO2 était le principal responsable de ça. On en parlait depuis 40 ans, en s'y intéressant, mais on est devenus tous sûrs et certains de cela il y a relativement peu de temps. Donc c'est un sujet à la fois relativement ancien, mais aussi assez nouveau. Et je pense qu'on n'est pas prêt collectivement pour se dire que oui, mais c'est pire que ce qu'on dit. C'est-à-dire que, comme politiquement, on a tous en tête l'idée des 2 degrés. Vous disiez 4 en ouverture, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais... Non, mais ce 4, c'était l'ancien objectif qui est devenu 2 et dont on sait qu'on est probablement à 3. En fait, on se met d'accord sur un objectif de température, mais il faudrait se mettre d'accord sur un objectif de temps. Parce que si c'est 2 degrés et que l'objectif c'est 2025, c'est très facile, hein, on peut continuer à faire n'importe quoi. Mais si on s'est mis 2100 au début, c'était pour des raisons assez précises. C'est d'abord parce que humainement, ça nous parle un peu. Suivant l'âge qu'on a, ça sera nos enfants, nos petits-enfants. C'est encore à peu près à portée de projection humaine. Et puis de manière plus triviale, les ordinateurs qui font tourner les modèles climatiques, c'est des grosses machines, mais à chaque fois qu'on rajoute 2 ans, le temps de calcul est multiplié par 4. Donc de toute façon, au-delà de 2100, ça prend trop de temps à calculer. Donc on s'est tous un peu mis d'accord, un peu mollement, pour dire c'est 2100. Et 2050. Pardon. C'est une bonne manière de dire que le déluge est une formidable transition. D'abord parce qu'elle est commune à toutes les civilisations, mais le déluge, comme vous l'avez compris, il est sur Terre. Il est sur Terre et en même temps, l'arche de Noé qui nous permettra d'arriver vers un monde plus onctueux, avec une vie plus heureuse, eh bien, on s'aperçoit que dans les airs, c'est un peu plus complexe que cela, parce que le tout technologie a fait qu'on a lancé des satellites à foison. Fatoumata Kébé, vous allez nous expliquer d'abord à quel point le ciel est gorgé de satellites et comment ça se gère dans le temps. Et c'est une poubelle, on a parlé de la poubelle sur Terre, c'est une poubelle dans les airs. Donc vous avez la chance d'aller avoir maintenant un film, 1h30, installez-vous bien, et on passe les Esquimaux et les... Je vais rester ici pour que ce soit plus facile au niveau de la présentation. Donc, Alors, cette image représente le premier objet envoyé par l'homme autour de la Terre. C'est Sputnik 1, donc le premier satellite artificiel qui a été lancé par les Russes dans le contexte de la guerre froide. Et donc, ce satellite, donc, c'est, on va dire, c'est le premier. Et avec le temps, on a amélioré la technologie de manière à ce que les satellites nous permettent aujourd'hui d'avoir accès aux télécommunications, GPS, Internet, etc. Mais aussi, ça nous a permis de sonder notre environnement autour de la Terre, prendre de belles images de notre système solaire.
Mais cette conquête de l'espace s'est accompagnée de l'apparition d'un nouveau type d'objet. Donc cette vidéo commence en 1957, donc c'est notre planète Terre, et vous voyez de petits objets qui apparaissent avec le temps, et c'est ce qu'on appelle les débris spatiaux. Les débris spatiaux, c'est des déchets, en fait, c'est les restes des missions spatiales qu'on a laissées là-haut, parce que ça coûte trop cher de les ramener sur Terre. Et aujourd'hui, la population de ces objets est devenue telle qu'on est un peu encombré. Et d'après la NASA, en 2025, on ne sera plus en mesure d'envoyer des objets dans l'espace sans prendre le risque d'être percuté par un de ces débris. Préciser quelle est l'échelle d'altitude dans lesquelles on a accepté pour l'instant comme un corridor qu'il y ait des lancers d'objets spatiaux. Alors, ça, c'est notre planète Terre. Et en fait, vous remarquez qu'il y a des régions où il y a plus de débris que d'autres. Les régions où il y a beaucoup de débris, c'est celles qu'on utilise pour les satellites. Enfin, c'est les meilleures régions pour avoir accès aux télécommunications, Internet, GPS. Donc, il y en a deux surtout. Il y a la zone basse, terrestre, qui est entre 200 et 2000 km d'altitude. Donc, c'est là où on a le plus de débris actuellement. Et il y a une orbite qui est plus éloignée, qui s'appelle la géostationnaire, qui est à 36 000 km, et c'est la deuxième région la plus polluée. Alors, la taille des débris là, a été augmentée parce qu'il faut savoir que la plupart des débris ont une taille inférieure à 1 cm. Et ils sont au nombre à peu près actuellement de 120 millions. Donc, les débris, d'où ça vient? Là, vous avez un satellite type, donc de l'Agence spatiale française. Je ne dis pas que c'est un déchet, mais vous avez parmi les débris spatiaux des satellites qui ont fini leur mission et qu'on a laissés là-haut. Vous avez également des morceaux de fusée, parce que lorsqu'on veut envoyer un satellite dans l'espace, et donc il faut utiliser une fusée, et cette fusée se disloque au fur et à mesure qu'elle monte en altitude. Et il y a des morceaux de fusée qui restent également là-haut. Juste préciser, parce que je suis persuadé que les gens se posent la question, il y a une fraction qui est, je pense, très faible de ce qui retombe, évidemment qui est détruit dans l'atmosphère. Pour certaines, traversent l'atmosphère et arrivent sur Terre, ou plutôt dans les océans, mais bon. Ouais, vous avez cassé le suspense parce que je le disais après, c'est pas grave. Alors, de même que le Soleil favorise l'apparition des rides, eh bien, il favorise le vieillissement des matériaux sur les satellites. Donc, parmi les débris spatiaux, vous avez également des écailles de peinture qui se détachent des satellites et qui également deviennent des débris spatiaux. Donc voilà, c'était le suspense cassé. Donc cette photo a été prise au Zimbabwe, donc c'est en mai 2012, et là vous avez le réservoir d'une fusée américaine qui avait été lancée en 1975. Donc 37 ans plus tard, c'est retombé. Donc là, il n'y a pas eu de victime, heureusement, mais c'est vrai qu'en général, la plupart des débris retombent dans l'océan. Et il faut savoir qu'actuellement, lorsqu'un objet rentre sur Terre, s'il n'est pas contrôlé, on ne sait pas où est-ce qu'il va retomber. On peut définir une zone, mais cette zone est trop grande pour le moment. On n'a pas encore la précision souhaitée. Donc là, je vais présenter les types de débris. Donc, soit des satellites en fin de mission, des morceaux de fusée, des écailles de peinture. Et là, je vais vous présenter la source majeure de création de débris spatiaux à l'heure actuelle. Donc en fait, en 2009, oui, il y a une collision entre deux satellites. Un satellite américain, Iridium, qui était en mission, et un satellite russe qui s'appelle Cosmos, qui lui était à la retraite. Et donc ces deux satellites se sont rencontrés, ont créé des débris. Ces débris qui ont forcément commencé à tourner autour de la Terre, qui ont rencontré d'autres objets avec lesquels ils sont entrés en collision. Ce qui fait qu'actuellement, même si on arrêtait d'envoyer des objets dans l'espace, il y aurait quand même une création continue de débris spatiaux, juste en fait par cette réaction en cascade. Et là, c'est l'heure du film. Alors pour ceux qui connaissent, il y a le film Gravity qui est sorti en 2012, donc l'histoire d'une mission spatiale, donc des astronautes qui sont en train de faire des réparations et tout d'un coup, il y a un satellite qui se fait exploser et les débris générés arrivent sur la mission spatiale.
Donc, voilà. La musique est très bien. Qui n'a pas vu? Voilà, donc les débris arrivent. Ça arrive. Alors je coupe là, parce qu'on sait que ça va faire mal, mais la question c'est de savoir à quel point ça va faire mal. Donc, tout à l'heure je vous disais que la plupart des débris ont une taille inférieure à 1 cm. On se dit 1 cm c'est pas beaucoup, ça va pas trop faire mal. Donc 1 cm c'est la taille par exemple d'une myrtille. Mais dans l'espace, si cette myrtille arrive sur vous, c'est comme si c'est une enclume qui arrive sur vous, à cause de fortes vitesses dans l'espace. Alors si c'est 5 cm, une taille d'une prune, voilà. Vous ne regarderez plus de la même manière les bus RATP. Voilà. Et on a à peu près 10 000 débris qui ont une taille supérieure à 10 cm. Là, ça va faire très très mal, parce que c'est un missile. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a un effort de recherche qui est mené sur les débris spatiaux pour apprendre à mieux les modéliser, comprendre combien sont générés lors d'une collision ou explosion dans l'espace, et ensuite, comment ils vont se mouvoir autour de la Terre. Est-ce qu'ils vont entrer sur Terre? Et si oui, au bout de combien de temps? Et surtout, protéger la Station spatiale internationale, où il y a des astronautes qui font des expériences scientifiques, et être sûrs qu'ils ne vont pas être impactés par ces débris, mais également les satellites. Parce que le problème, c'est que si du jour au lendemain, on n'a plus de télécommunications, ça va être très très dur. Et également préserver notre environnement spatial, parce que certes, cette technologie nous a permis d'améliorer nos conditions de vie, mais à quel prix? Voilà. J'ai du mal à reposer la question, comment la recherche et l'innovation peuvent-elles sauver la Terre? Là, on vient de nous expliquer que ça va être, le progrès va être une catastrophe. On a prévu de lancer combien de satellites dans les 20 prochaines années, par exemple? On a une estimation de la course à... Alors, c'est vrai qu'au départ, il y avait seulement quelques nations qui avaient une activité spatiale, mais là, maintenant, il y a la Chine et l'Inde qui arrivent. Et le problème, c'est que le spatial, ça rapporte beaucoup d'argent. Et on essaye donc de limiter les coûts de production pour favoriser le chiffre d'affaires. Et là, il y a une mission une mission lancée par une entreprise américaine qui va consister à envoyer 4000 petits satellites, donc c'est une constellation, pour pouvoir avoir accès aux télécommunications également. Mais le problème de ces satellites, c'est que s'il y en a 2 qui rentrent en collision, ça produit 30 000 débris. 30 000 débris qui vont tourner autour de la Terre. Donc là, c'est vrai que c'est un problème qui est assez difficile parce que vous venez et vous dites oui, il faut préserver l'environnement spatial, mais quand on vous dit en face que ça peut rapporter des milliards d'euros, bon, c'est pas très facile de répondre, de convaincre ces gens-là de ne pas continuer sur leur voie. Et c'est vrai qu'actuellement, on s'est rendu compte que même si on mettait en place des méthodes de prévention pour faire en sorte que dès qu'un satellite finit sa mission, il rentre sur Terre, ça ne suffirait pas à stabiliser l'environnement spatial. Donc du coup, il y a des missions de nettoyage qui sont prévues. Et donc du coup, c'est là qu'on peut dire que la technologie
va venir à la rescousse, entre guillemets, de l'environnement, mais en fait, c'est surtout apprendre à exploiter une richesse sans salir derrière. Alors tout ça, c'est très préoccupant, parce qu'encore une fois, on pense que le progrès est là pour engendrer et réduire la menace, et on s'aperçoit que la menace grandit avec le progrès. On a parlé, Mathieu, on a évoqué un certain nombre d'autres grandes révolutions, le séquençage de l'ADN, qui visiblement a été divisé par 3 millions en 10 ans. Autrement dit, on est capable maintenant de bricoler sur le vivant, très exactement, et de faire et d'introduire et dans l'homme et dans le corps de l'homme les questions et les réponses à toutes les maladies. Est-ce que ça fait partie du progrès? Est-ce que ça fait partie du progrès pour la santé? Est-ce que ça fait partie du progrès pour l'individu lui-même, c'est-à-dire cette capacité qu'il aura peut-être à s'auto-médiquer en faisant en sorte que les médecins, comme le disait Bill Gates, soient des infirmières? C'est un progrès de la connaissance de manière évidente. Est-ce que c'est un progrès pour l'humanité? C'est l'usage qu'on sera. Enfin, c'est un peu évident ce que je vous dis, mais c'est un progrès incroyable dans la compréhension des mécanismes du vivant. Quant à l'usage, c'est vrai qu'on voit, et à la lumière de ce qu'on dit ici, on comprend pourquoi. On voit quand même monter des peurs auprès des uns et des autres. Et aujourd'hui, le fait de savoir qu'il y a une découverte majeure, en général suivie par des applications assez troublantes, suscite dans l'opinion parfois autant d'inquiétude que d'espérance. Donc il y a certainement des formes à réinventer pour se réapproprier ce progrès dans l'intérêt de tous et pas jouer les apprentis sorciers dans l'intérêt mercantile de certains. Le fait de pouvoir... l'ingénierie du vivant, comme on appelle ça maintenant, ouvre des perspectives fascinantes, prometteuses, enthousiasmantes pour conserver une bonne santé et pour soigner des maladies qui ne pouvaient l'être. Elle crée, elle aussi, des inquiétudes sans doute aussi fortes aujourd'hui quant à la question de savoir quid de l'eugénisme, de l'homme augmenté, 2.0, 2.1. Voilà, et c'est pareil pour les nanotechnologies qui sont évidemment une révolution en cours dont on attend beaucoup dans l'industrie et qui vont pouvoir offrir des produits et des matériaux aux propriétés jusqu'à peu encore incroyables et qui inquiètent l'opinion manifestement. Les états généraux ont été décrétés il y a 2 ou 3 ans, je crois, sur les nanotechnologies, pour essayer de renouer un dialogue entre le politique, l'économique, le scientifique et le citoyen. Ils ont été interrompus, ça a été un pugilat. Voilà, on voit qu'il y a des tensions assez fortes et que sans doute que ces questions sont-elles assez mal jouées. Et peut-être, au vu de ce qu'on se dit ici, on dit que finalement, les bénéfices de la science, on en a eu pas mal, mais on ne sait pas très bien balayer, les scientifiques ne savent pas très bien balayer les effets secondaires parfois un peu délétères ou les poubelles, parce que là il s'agit de ça. On peut considérer que le CO2 est une poubelle du progrès aujourd'hui, et tout comme on peut considérer que ces déchets sont aujourd'hui une poubelle de la conquête spatiale, qui a été une conquête formidable, qui nous a fait faire conscience de plein de choses, notamment qui nous a aidé à voir la Terre de très loin en toute petite, infiniment belle, unique et fragile, et ça a été un grand moment de la prise de conscience de l'écologie au niveau planétaire aussi. Donc voilà, sans doute faut-il qu'on se condamne à laisser l'espace aussi propre qu'on l'a trouvé en arrivant. Voilà, simplement, l'homme est fait comme ça, qu'il a plutôt tendance à faire des saletés derrière lui et à regarder devant et à avancer. Bon, à la racine, ça ne fait pas une conscience écologique très forte. Et comme la Terre est devenue plus petite, et ben on finit par marcher dedans, et on s'en rend compte. Voilà. Et ce qui pourrait évidemment paraître très en contradiction avec notre vision évidemment de l'économie, c'est que la recherche, l'ensemble de ces satellites sont faits pour améliorer entre autres évidemment la communication, entre autres la géolocalisation, entre autres le transfert d'informations, qui fait partie du modèle probablement dominant de demain. De la même façon, ces fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres, qui sont des entreprises qui ne font qu'une chose, essayer de repousser les barrières du vivant, repousser la mort à 100, 120 ans, 150 ans. On parle maintenant de 500 ans. On dit que l'homme ou l'enfant qui naît aujourd'hui ou demain matin ou qui est né hier vivra probablement 150 ans, voire plus. Alors, est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que c'est le progrès? Est-ce que c'est
la vision qu'on peut avoir, je dirais, de l'innovation. Mais la réalité, c'est que probablement, l'enjeu majeur, c'est quand même de vivre bien et de vivre heureux et de vivre apaisé, hein, ce qui, dans un monde, encore une fois, on le voit particulièrement préoccupé avec la montée de l'obscurantisme, fait que où est-ce qu'est l'essentiel? Et alors, moi, je reviens ce matin à votre modélisation que vous avez mise en place et, pour l'agriculture. Moi qui suis plutôt un adepte de la micro-agriculture, autrement dit de l'opposition avec l'agriculture conventionnelle qui est une agriculture prédatrice, qui est une agriculture destructrice qui détruit je ne veux pas fustiger les agriculteurs, mais en même temps on a opté pour un modèle il y a une 60aine d'années qui est un modèle de destruction du vivant, c'est-à-dire de la terre, du substrat, effectivement qui empoisonne. Les perturbateurs endocriniens, ce sont les maladies environnementales, ce sont tous les intrants qu'on a dans l'alimentation et qui sont responsables, entre autres, des maladies de Parkinson, des cancers, de la fertilité, du diabète, ainsi de suite. Tout ceci conduit à penser qu'il est urgent d'avoir à nouveau une agriculture vivrière de qualité. Et quand je vois que l'innovation pourrait être de les relier, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi ça me passionne et je pense que ça intéressera tout le monde, ça correspond à quoi de créer une application qui va permettre de relier l'agriculteur sur l'ensemble de ses besoins? Alors l'histoire commence au Mali, où j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas. Et là-bas, j'ai rencontré des agriculteurs donc, qui avaient leur petit terrain. Et avec leur récolte, ils n'étaient pas en mesure de manger correctement pour toute la famille. Mais surtout, ils devaient vendre une partie de leur récolte pour pouvoir avoir accès à des services comme la santé. Et d'une part, j'avais appris que l'agriculture consomme près de 2/3 des ressources en eau au niveau mondial et que la moitié était gaspillée à cause de mauvaises pratiques. Et d'autre part, la technologie qu'on fait actuellement, en général, elle est hors de portée pour la plupart des personnes concernées. Donc le but, c'est de savoir comment créer une solution qui sera accessible à tous. Et du coup, avec quelques amis de l'université Pierre-Mercury, on a commencé à travailler sur des capteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui sont connectés à un système d'irrigation. Ce capteur prend des informations sur votre terrain et il vous dit le terrain a besoin d'être irrigué en telle quantité. Du coup, le système d'irrigation se met en marche et il irrigue ce champ-là en quantité optimale. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé la phase pilote au mois de mars. On travaille avec une coopérative de 50 femmes qui sont formées à l'utilisation des technologies d'information et de communication. Et également, une fois qu'elles ont récolté, qu'elles ont leur récolte, elles transforment ces produits en haute valeur ajoutée, juste en les transformant. Voilà, on a des pommes, on va faire de la compote de pommes, et qu'elles soient en mesure de faire du chiffre d'affaires sans, entre guillemets, vendre au rabais leurs produits qui sont de haute qualité du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a une autre chose qu'on essaie d'apprendre, c'est peut-être payer un peu plus cher, mais pour des produits de très bonne qualité et surtout qui respectent l'environnement. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, on redescend sur Terre. On parle de produits un peu plus chers, on produit de bons produits, et finalement, on parle tout simplement que la meilleure innovation, probablement, et celle en tout cas qui serait le plus perceptible pour chacun, c'est effectivement de réduire notre dépendance à une mauvaise alimentation par une dépendance à une bonne alimentation. Ça s'appelle l'autonomie alimentaire. Donc revoir et repenser notre modèle agricole, qu'il soit dans les pays tout confondus du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et ça, c'est probablement une innovation. On pourrait considérer que la microagriculture est très innovante. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la microagriculture, mais elle l'est particulièrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle intègre un ensemble d'écosystèmes. Elle impacte évidemment la microagriculture, l'agronomie, c'est-à-dire la production agricole de qualité. Elle impacte évidemment tout ce qui est lié au sol, c'est-à-dire la filtration, la problématique de création de biomasse, de développement de la biodiversité, qui sont des indicateurs essentiels non seulement à l'équilibre, mais à l'économie. Et évidemment, l'impact sur la santé humaine au sens où on l'a dit, l'une des plus grandes menaces, c'est pas de vivre 120 ans, c'est de vivre malheureux 120 ans. Et puis la quatrième, c'est l'éducation, c'est ce qui nous relie tous à notre façon de
comprendre les mécanismes naturels et en même temps d'être des bons acteurs au quotidien, c'est-à-dire bien se nourrir, savoir payer le bon prix aux producteurs, alors que pour l'instant c'est la course au plus petit prix. En même temps, l'impact sur l'emploi, vous savez que l'innovation c'est formidable, ça va robotiser à peu près le monde, donc globalement le plein emploi c'est pas pour demain matin, c'est plutôt le contraire, ça crée un ensemble de populations qui pensent à raison qu'ils ne font pas partie de la solution, et on voit à quoi ça peut conduire quand c'est mal interprété, mal utilisé. Donc pour moi, l'emploi, c'est l'un des éléments majeurs du territoire, et donc on arrive après l'emploi à la notion d'économie du territoire, à la notion d'économie de la production et de la transformation, d'où l'importance que l'innovation n'est pas forcément quelque chose de très technologique en termes d'application, mais en termes même de recherche fondamentale, simplement le bimimétisme, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire être inspiré par cet extraordinaire laboratoire du vivant qu'est la Terre, 3,8 milliards d'années, et qui nous apprend qu'on peut s'inspirer du vivant pour avoir une agriculture vivrière de proximité et qui fixe les gens dans les territoires, et c'est probablement une innovation. Alors, pour parler de ces innovations, on va poser maintenant la question à 6 jeunes de différentes écoles qui vont se battre pour parler en premier, en second, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième. Donc, qui commence, se présente, dans quelle université il est, et en même temps, c'est pas vous qui voulez commencer, c'est vous, je crois. Ou vous. Allez-y, le premier. Moi, j'avais une question pour vous. Excusez-moi, je m'appelle... Un quart d'heure la salle. Très bien. Donc, je m'appelle Hugo Guillot, je suis à l'École Polytechnique. Moi, j'avais une question pour vous, Mathieu Villiers. Vous avez tout à l'heure parlé de Einstein. Et ma question est la suivante. Est-ce que la recherche fondamentale doit être orientée ou guidée par les États, par les entreprises, par qui sais-je, ou alors doit-elle être laissée libre de toute contrainte pour continuer à innover et sauver la planète ? Merci pour la question. La recherche fondamentale, elle est fondamentalement libre. C'est-à-dire que, voilà, il y a même des gens illustres et célèbres maintenant qui, dans leur baignoire, on ne peut pas empêcher ça. Voilà. La question de la recherche fondamentale aussi, c'est que ça ne se passe pas forcément dans la solitude d'une baignoire. Il peut y avoir besoin de gros moyens, type LHC, vous voyez, des gros trucs qui valent des milliards. Et là, on imagine bien que le privé, je ne vais pas épuiser votre question évidemment, mais on imagine bien que le privé aura du mal à se projeter dans un horizon de temps dans lequel un retour sur investissement serait imaginable. Donc évidemment que la puissance publique s'investisse dans ces histoires-là, ça paraît la seule solution que ça se fasse. Voilà. Donc il me paraît pas choquant que la puissance publique donne le cadre qui l'intéresse, et on ne peut pas tout faire, donc je ne suis pas choqué par l'idée que des États puissent dire nous voulons travailler très puissamment sur les lasers, diront les uns, les biotechnologies, diront les autres. Alors c'est peut-être un petit peu tard, parce que ces domaines commencent à avoir des débouchés commerciaux, mais au début de ces processus, je pense que s'il n'y a pas de l'argent, entre guillemets, désintéressé qui est mobilisé, la recherche, elle risque d'avoir du plomb dans l'aile. Jeune homme. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle David. Je suis élève à l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées, école d'ingénieur de l'air et de l'espace. Et donc j'avais une question pour vous, Monsieur Villiers. À l'image du projet Hyperloop imaginé par l'Américain Elon Musk, pensez-vous que l'open source est l'avenir de l'innovation ? Je ne sais pas répondre à cette question. C'est un sujet qui nous intéresse pas mal dans le journal. Il y a pas mal on a de jeunes ingénieurs qui comprennent profondément cette culture-là. Je ne sais pas comment ça va se structurer. Il me paraît évident qu'en termes de modèle pour faire émerger de la créativité, c'est juste génial. La manière dont ça va pouvoir se structurer durablement pour avoir une pérennité économique et tout ça, je ne sais pas. Mais je vois que ce soit dans le domaine classique, plutôt de l'informatique au départ, on a des systèmes qui sont extrêmement stables, avec des communautés qui sont extrêmement compétentes et qui fonctionnent très bien. Et même maintenant, dans le domaine de l'industrie, on peut s'amuser à construire des voitures comme ça. C'est manifestement une manière de faire. J'ai l'impression que les gens veulent un peu s'approprier la conception, la compréhension de ce qu'ils produisent. Et on serait
Je n'ai pas la réponse définitive non plus à cette question, évidemment, mais ça me paraît extrêmement intéressant, extrêmement prometteur. Oui. Oui, juste rapidement, l'open source, oui, mais contrôlé quand même, parce qu'il y a des connaissances qui ne sont pas bonnes à la portée de tout le monde. Parce qu'un chercheur, par définition, il a signé une charte de l'éthique et on ne sait pas ce que les autres vont faire avec nos travaux. Enfin, je pense à celui, qui avait inventé le fusil. À la base, c'était pas ça le but de sa recherche. Et quand il l'a donné à la mauvaise personne, bah, voilà ce que c'est devenu. Donc l'open source, oui, mais contrôlé en tout cas. Quand Einstein a inventé la relativité, son objectif n'était pas la bombe nucléaire. Je ne sais pas si c'était de l'open source, mais bon. Non, mais on évoquera probablement ce qu'on appelle l'éthique de l'anthropocène, c'est-à-dire finalement quel est le principe de responsabilité, quel est le principe de précaution qu'on doit retenir dans tout cela. Prochaine question. Mademoiselle. On ne dit plus mademoiselle d'ailleurs. Bonjour, je suis Elina Lamarque de l'école de Sybiotech. Donc j'avais une question à poser à l'ensemble des intervenants. Comment s'entendre à l'échelle internationale pour décider d'un programme d'action qui nous engagerait tous? Quelqu'un peut répondre? Quelqu'un en Bourget peut-être pourrait nous en parler? La réponse est très simple, très très simple. On a 1 milliard qui prend toute la richesse du monde et on a 6 milliards qui est au bord de la route. Et ces 6 milliards-là, c'est tout ce monde-là. Et donc, faire les choses sans ce monde-là, on ne fera rien. On ne fera rien. Parce que décider là-haut, désormais, je voulais tout particulièrement féliciter nos enfants. Nos enfants, ces jeunes qui posent ces questions-là, n'ont pas attendu qu'on leur donne la liberté. Et chapeau, parce que la liberté, vous l'avez prise, c'est eux qui vont nous sauver. Tout le reste, qu'on arrête. Je suis financier. Il y a 100 milliards qui dorment tous les jours. Et il se passe en 24 heures 3 000 milliards qui sont gérés sur le marché financier. C'est vous dire qu'on a tout. Merci à nos enfants, à ces mutins. C'est une mutante. Et à vous, c'est eux qui vont nous sauver. Et l'intergénération, c'est les anciens qui vont les encadrer pour qu'ils fassent. Merci de nous avoir dit la vérité. Merci à l'UNESCO. Parce que, vous savez, le pipeau, on l'entend, télévision, tout ce qu'on veut. La réalité, elle est là. L'heure est grave. Il faut faire quelque chose. Et c'est les 5 continents qui vont faire quelque chose. C'est la réponse. C'est pas ailleurs. Personnellement, pour avoir été un financier moi-même, je suis devenu jardinier. Je vous donne simplement une piste. Merci en tout cas de cette réponse. La piste, c'est l'argent citoyen. C'est l'ouvrier, c'est le paysan à qui on va expliquer que ton argent que tu donnes, il est vertueux. Tu le donnes parce que ton fils, ton petit-fils, on va créer des emplois qui nous ressemblent et comme ça, c'est de l'argent libre. Libre. Si vous avez été financier, aucun argent n'est libre. Ce sont les 8 familles qui contrôlent l'argent du monde. Alors, je suis d'accord, on pourrait parler pendant des heures, et voilà. Moi qui suis un adepte de la semence libre, on n'est pas loin de parler de la même chose, effectivement, parce que la semence est la richesse du monde, et tout simplement comme l'air et l'eau, qui ne devraient pas faire partie d'une taxe quelconque. Mais je pense que non, on ne s'égare pas du tout, on est au cœur du sujet, de savoir si effectivement on doit réglementer ou pas, ou légiférer. Il y a un mouvement naturel qui fait en sorte que, de toute façon, la recherche va là où les besoins sont les plus évidents. Donc, plus on a créé des besoins, plus la recherche se loge là où elle va attirer des capitaux, faire en sorte qu'on aura des profits, des revenus, ainsi de suite. La seule chose, c'est que comment redistribue-t-on tout ça et comment fait-on en sorte que on a un monde, encore une fois, où le partage devient l'essence même d'une vie heureuse, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Après, il faut se poser la question simplement de l'insurrection des consciences que l'on connaît bien et qui peut se faire que par les citoyens. Alors, autre question. Ah, vous passez votre tour? Ah, vous n'êtes pas étudiante. Petit chaperon rouge n'est pas étudiant. Bonjour, donc je suis Arnaud Letellier, je suis étudiant à UNIS STM. Et ma question portera pareil pour tout le monde. On a parlé qu'effectivement on était dans une ère avec un certain retour de l'obscurantisme.
une certaine peur de la part des gens qui ne sont pas dans un univers technologique particulier de ce progrès qu'on nous explique souvent avec un langage très jargonneux et assez ésotérique. Comment peut-on aujourd'hui relier les gens aux scientifiques, enfin relier tout le monde pour avancer tous dans le même sens vers un progrès pour tous? Tous les deux, d'abord. C'est vous les Moi, je vais faire super court. Ce qui changera, nous, on fait notre part du boulot. Voilà, c'est-à-dire que faire de la vulgarisation scientifique, on est content de le faire, quoi. Et on est content de le faire parce que c'est super intéressant de rencontrer des gens qui réfléchissent intensément à des choses très intéressantes, mais aussi parce que c'est super intéressant de le partager avec ceux qui nous lisent. Donc, je n'épuise pas la question non plus, je passe la parole aux autres, mais c'est vrai que d'avoir un magazine de vulgarisation qui fait son boulot, pense-t-on, de manière convenable, on est très, très fiers de cette mission, et c'est une petite partie de la réponse à votre question. Juste avant que Fouta-Matin réponde, est-ce qu'on sent pointer un intérêt plus important pour la science, même si le tirage était toujours à 300 000 exemplaires, ce qui est extraordinaire déjà, est-ce qu'on sent pointer une aspiration à savoir plus? Je coupe la parole à tout le monde. Alors, c'est un secret pour personne, et c'est pas le sujet du jour, que la presse, c'est un vrai sujet. C'est un secteur qui souffre pas mal. Il se trouve que notre journal souffre pas trop, ou souffre pas du tout, et que c'est assez particulier en France. On a sans doute le plus important lectorat de presse scientifique au monde rapporté à notre population. Donc, on est très, très, très particulier de ce point de vue-là. On vend un peu moins de 300 000 exemplaires tous les mois, ce qui est rapporté à la population nationale, en fait, le leader mondial, quoi, carrément. Sans doute la qualité du journal y est-elle pour quelque chose, mais plus sérieusement, il y a un intérêt du public français pour ces assez peu représentés à la télé, moins que dans d'autres pays. D'ailleurs, on a lancé Vous avez devant vous le Jeff Bezos, le Mark Zuckerberg, le je ne sais pas qui, de l'édition scientifique. Donc, nous remercions et l'UNESCO et François Lemarchand, bien évidemment. Merci, j'arrête. J'ai compris, j'arrête. Merci. Alors, c'est une question très compliquée, parce que déjà, oui, recréer le lien entre chercheurs et population, on peut le faire, mais en fait, des deux côtés, il y a un travail à faire. Déjà que les gens viennent dans les labos, mais aussi que les chercheurs apprennent à parler aux gens, parce que c'est vrai que des fois, vulgariser son sujet, franchement, si j'arrive à parler des débris aujourd'hui, c'est parce que j'ai été formée, entre guillemets, à rendre accessible la science, parce que la manière dont on est formé fait qu'on parle vraiment dans un langage particulier. Mais je pense, enfin, il y a quelques mois, il y a eu la Super Lune, donc, en France, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les personnes qui se sont levées à 2h, 3h du matin pour pouvoir l'observer, mais d'eux-mêmes, en fait. Et c'était juste pour montrer que des gens ont cette aspiration à avoir cette connexion avec l'astronomie et d'autres sciences, et que des fois, il faut juste essayer de profiter d'un événement particulier pour pouvoir enrichir ce lien entre les gens et la population. Mais c'est vrai que malheureusement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vont dans les bibliothèques. Je parle de la jeune génération, parce que je donne des cours dans des collèges et lycées, et quand je les entends, des fois j'ai peur. Mais non, parce qu'en fait, mine de rien, il n'y a plus autant de lectures qu'avant, et c'est triste. Et même dans les connaissances de l'histoire de la France, par exemple dans le spatial, donc je fais beaucoup de promotion pour le spatial parce que ça m'intéresse beaucoup, mais bon, en France, on a seulement une femme qui est partie dans l'espace. Déjà, on en a une, c'est pas beaucoup. Au moins apprendre son nom, juste pour se dire qu'il y en a une au moins qui l'a fait. Donc c'est vrai que c'est un travail c'est un gros challenge, mais voilà, avec le temps, essayer d'y arriver, comprendre pourquoi les filles qui sont quand même à près de 50% en terminale scientifique disparaissent après des filières scientifiques. Ça, c'est vraiment une question. D'ailleurs, on pourrait même faire une recherche là-dessus. Et avec le temps, elles disparaissent, licence de biologie, chimie, etc., etc. Doctorat, j'en parle même pas. Chercheur, j'en parle même pas. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de problématiques en fait qu'on ressent dans cette part de connexion entre chercheurs et population. Et il faut savoir aussi que dans la recherche a changé. Maintenant, il faut qu'on dépose des dossiers de financement pour pouvoir faire de la recherche. Et travailler sur un dossier de financement, c'est horrible. Non, mais en plus, des fois, il faut le faire en anglais parce que ça va au niveau européen. Mais ça prend des fois 3 mois sur une année. Et après, on va nous dire, oui, faites des séminaires, faites des conférences, etc. Mais c'est beaucoup.
Mais bon, je ne suis pas trop péjorative. Enfin, il y a des choses qu'on va faire, c'est sûr, mais on peut y arriver. Est-ce que une des solutions, pardon, je suis là. Est-ce que ouvrir le crowdfunding, excusez-moi, le financement participatif, c'est plus facile en français, pour la recherche, est-ce que c'est pas aussi une des solutions pour faire se rejoindre les deux mondes et permettre aussi une liberté aussi à certains chercheurs indépendants qui pourraient pas toujours arriver à trouver des financements parce qu'ils sont sur des recherches qui peuvent paraître farfelues, alors que 20 ou 30 ans après, on s'aperçoit qu'ils étaient dans le vrai. Il y a beaucoup de cas en France, je ne vais pas les citer. Voilà, le financement participatif, est-ce que ça peut être un peu l'avenir aussi de la recherche pour réconcilier les deux mondes? Ça peut l'être, mais dans une moindre mesure, parce qu'à la base, les chercheurs, entre guillemets, travaillent pour le pays. Donc à la base, en fait, avec les fonds qu'on leur donne, ils devraient être en mesure de répondre aux problématiques du pays. Et quand je dis problématiques, bon, il y a de la recherche fondamentale et aussi technologique, entre guillemets. Donc le crowdfunding, oui, mais en fait, pour moi, c'est comme si on mettait encore le poids sur la population de payer pour des choses, normalement, qu'ils payent déjà via leurs impôts. Donc je ne sais pas. Mais oui, on pourrait l'ouvrir pour quelques projets types. Non, mais je vous en prie, on avait dit 15 minutes pour les étudiants des écoles et on rentre dans les 15 minutes pour l'ensemble de la salle. Donc, on va prendre les questions. Peut-être, monsieur... Ah, il y a encore une... Pardon. Non, j'ai dit bêtises. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis à l'ECS Paris. Et je voudrais savoir, justement, vous avez parlé que les innovations sont à l'échelle industrielle et aussi individuelle. Et comment les grands groupes, justement, médias, sélectionnent les informations qu'on diffuse au grand public? On ne va pas diffuser toutes les innovations qui sont faites individuellement ou au niveau des industries, mais comment vous sélectionnez, justement, ces informations? Pardon, merci. C'est difficile de répondre vite à une question comme ça, parce que c'est assez artisanal, et puis il y a un petit peu d'intuition, et puis il y a un petit peu de subjectivité dans tout ça. Donc venez à la rédaction, vous verrez. C'est un processus un petit peu chaotique, voilà. Alors, mais on ne fait pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement parmi le flot de découvertes, d'avancées des connaissances dont on est inondé, parce qu'on est abonné à beaucoup de revues, et puis à nous tous, on connaît beaucoup de chercheurs, et qui connaissent d'autres chercheurs, on reçoit beaucoup de choses. Donc il faut trier ce flot et ce flux, ce qui est une grosse partie du travail. Ça se fait avec des filtres qui sont des filtres très humains. Je ne vous cache pas qu'on imagine aussi, on n'en a pas honte, on essaie d'imaginer quel peut être l'intérêt du public, c'est-à-dire quel est l'effort de compréhension nécessaire, quelle est l'ampleur du pas de connaissance franchi, quelle vue on a quand on a fait l'effort de monter, c'est-à-dire qu'on essaie de se dire je suis prêt à faire un effort pour comprendre, mais si une fois que j'ai fait l'effort de comprendre, je vois les choses un peu différemment. Voilà, donc on essaie d'ajuster un peu ces questions-là. Et puis il y a une autre chose qu'on fait dans l'autre sens, c'est de dire finalement, indépendamment de ce que les chercheurs trouvent, pour parler vulgairement, on sent aussi dans l'époque, il se passe des choses, on est aussi dans notre monde, on aimerait bien savoir ce qu'un chercheur, par exemple en neurosciences, pourrait dire aujourd'hui de la manière dont nous avons tous été choqués par ce qui s'est passé le 13 du mois dernier. Est-ce que, voilà, donc nous sollicitons aussi les gens qui savent des choses pour leur demander, en fonction des questions qu'on se pose dans notre époque, quel éclairage ils peuvent y apporter. Donc c'est ce double mouvement. Merci. Reprenons la question, monsieur, et puis on a monsieur ici, monsieur là, et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je me retournerai. Alors, on va faire la parité, un homme, une femme, un homme, une femme. Quand je suis un vieux chercheur, j'ai presque 80 ans, et quand je fais de la recherche, je fais toujours une chose, je mets mon chapeau, pour que les idées ne s'aillent pas. Alors, permettez-moi de mettre le chapeau. Je suis le président administrateur d'une fondation, luso-française et lysinarique. Je m'appelle Texera Ribeiro. Vous allez confondre ce nom avec toute ma famille à faire la recherche. Nous sommes un tout décalés du monde. Ce n'est pas le monde qui est décalé de nous, c'est nous qui sommes décalés du monde. Pourquoi? La science, c'est un programme de questions. Si tout le monde avait le même patron de comportement,
on était perdus. J'aime beaucoup les gens qui fassent le blabla, qui aiment la nage, qui ne pensent pas à ce que nous pensons. Et je n'ai aucune intention dans ma vie de faire quoi que ce soit pour dire la science c'est la meilleure. J'ai un laboratoire historique fondamental. La Grèce, qu'est-ce que nous dit la science grecque? Qu'est-ce que nous dit la religion grecque? Qu'est-ce que nous dit toutes ces manières de communication que nous avons? Rien. Mais il y a une chose que nous dit beaucoup, c'est la créativité des hommes, des femmes, des analphabètes, des gens qui ne savent rien, des peintres, des vrais créateurs. Les scientifiques, nous parlons entre nous un langage des fois mathématique précise, mais c'est un langage universel, non, et c'est une chaîne de personnes bien limitée. Mais j'arrête là, parce que sinon j'enlève le chapeau, je laisse les idées sans vous. Ce que je voulais vous dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que vous avez la bataille gagnée. Ce n'est pas nos erreurs et nos fautes. On ne fait pas des fautes dans la vie quand on s'insère dans nos projets. S'il loupe, ça ne fait rien. Je crois que je suis portugais, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Baudelaire. Il dit, mes amis, faites les projets, c'est le plus important. S'ils échouent, tant pis, faites l'autre. C'est pour dire aux jeunes que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez à portée de la main une main tendue vers vous, c'est la nature. C'est elle qui nous juge à présent et qui empêche qu'on avance, utopie, aux morts, disait René Dumont, vous le connaissez. Alors, soyez à l'écoute, exprimez tout, ne demandez pas à la science quoi que ce soit, ne vous sentez pas diminué parce que vous n'êtes pas scientifique. J'adore un homme qui s'appelle Einstein, mais je préférais sa femme qui était sa secrétaire. Bon, je vous dis encore une chose, amis. Une dernière chose. Une dernière chose, c'est le compromis civique. Aujourd'hui, je vérifie que les capitaux financiers, c'était ma spécialité à l'université, circulent depuis toujours. Reagan et Margaret, celle des Malvines que vous connaissez, j'ai oublié son nom. Mais les marchandises circulent partout, même les marchandises qui sont faites par des travaux des esclaves au service des entreprises internationales. Made in China. Et les hommes ne peuvent pas circuler. Il faut invertir cette pyramide, laisser les hommes circuler dans la planète, contrôler un peu la marchandise et fermer la porte. Et la question que je pose, c'est la suivante. Cher ami, bravo. Non, bravo, mais c'est que je lis aujourd'hui dans le journal qu'une dame en Allemagne voulait ouvrir la porte aux réfugiés. Cher ami, vous êtes formidable, mais laissons les autres, sinon... Oui, voilà. c'est pour dire qu'il faut se solidaire. Mais comme disait Léonard de Vinci, allons chercher dans la nature nos leçons, allons chercher dans l'Assemblée nos prochaines questions. Madame. Ah oui, pas mal quand même. Hein. Oui, merci. Et bonsoir à tout le monde. Je suis très fière en tant que Sénégalaise et de voir Madame Kébé et M. Justin qui est là. Mon seul souci est qu'on nous parle de développement chez nous. Alors que le développement, depuis ce matin, j'entends beaucoup de choses, des causes à effet, des problèmes climatiques qui sont dus au développement. Alors que chez nous, on nous parle de développement. Alors, Madame Kébé, je voudrais savoir, nous, en tant qu'Africains, on nous nomme les pays sous-développés. C'est vrai que nous sommes sous-développés, mais peut-être nos climats sont menacés aussi. Est-ce que nous devons aujourd'hui adapter le contexte européen? Parce que eux, ils sont développés, mais ils ont beaucoup de problèmes. Et nous, en voyant cela, moi-même personnellement, je me dis, mais attendez, nous devons rester à l'étape primaire ou bien nous devons avancer? Parce que ce qui me fait dire cela, en venant, il y a mon oncle qui me demande un téléphone. Vous voyez ce que ça veut dire?
Devrais-je en acheter? Parce que, entendant ce que vous venez de dire, et constatant que, même si on ne le dit pas, je ne sais pas si ça a été souligné ou pas, nous sommes pollués par le matériel qui vient de l'extérieur, nous sommes pollués aussi par le développement des industries. Devrons-nous vraiment, de notre côté, en créer, ou bien je voudrais savoir quelles propositions vous nous faites et quelles suggestions on aura et quelles seront nos solutions, nous, en tant que tel pays. Alors, elle va vous répondre tout de suite. Mon rôle est assez ingrat, c'est généralement de couper les questions trop longues. Là, je vais me faire étrangler si elles sont trop longues. Parce qu'on a soif d'avoir des solutions. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors, développement des pays, entre guillemets, du Sud versus les pays du Nord, sachant qu'on n'a pas le même problème démographique et qu'on n'a pas aussi le problème climatique qui va aller croissant dans les pays d'Afrique, comme on l'a dans les pays du Nord. Au-delà de ça, en fait, quand on voit ce qui se passe, entre guillemets, en Europe, moi, je me dis, surtout en Chine, je me dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Quand je vois qu'en France, les gens reprennent le chemin vers les agriculteurs directement sans passer par les magasins, je me dis, pour l'instant, en Afrique, on n'a pas le choix, mais on le fait au moins. Donc ça, je me dis, donc ça, il faut le conserver. En fait, c'est faire un tri de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Après, il y a une dimension qu'on a en Afrique qui est pas facile, c'est les politiciens. Quand je vois qu'au Sénégal... On a le même problème en France, hein, rassurez-vous. Oui, en France, c'est le même problème. Mais sincèrement, comme me disait un oncle au Mali, on sait qu'ils vont prendre de l'argent, qu'ils vont voler de l'argent, mais au moins qu'ils nous laissent un peu. Au moins en Europe, ils laissent quand même un peu plus aux gens. En Afrique, ils bouffent un peu trop. Et laisser, je veux dire, quand j'ai vu qu'au Sénégal, on donne autorisation à des pays étrangers de venir pêcher en grande quantité sans se préoccuper de si les locaux vont avoir assez pour eux, là, je me dis, en fait, déjà, la tête n'est pas bonne au Sénégal. Il ne faut pas la couper comme les Français l'ont fait, mais il faut trouver une solution déjà à la base. Mais c'est juste faire un tri de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, et je pense que la Chine, c'est un exemple concret d'un pays qui voulait être développé, mais à quel prix? Avoir la quantité de poussière qu'ils ont dans l'air pour avoir des bâtiments et des voitures. Voilà. C'est tout le problème du développement, comme vous l'avez dit très justement. Est-ce que le développement est là pour, encore une fois, être au service du citoyen, ou est-ce que le développement est au service, entre guillemets, d'une économie qui elle-même est prédatrice et qui engendre des maladies, qui engendre des destructions, qui engendre du malheur? Monsieur. Oui, bonjour. Je suis Patrick Reinert. Je suis architecte allemand à Lyon. J'ai une question. D'abord, je voudrais poser la thématique de notre conférence. J'aurais envie de l'appeler « Comment la recherche et l'innovation peuvent sauver l'humanité ou de la planète ». C'est la première chose que j'ai dit, je vous rassure. Oui, je pense. Je l'ai remis Et je voudrais donc l'endroit. poser la question, est-ce que la question n'aurait pas pu être aussi comment l'innovation sociale peut sauver l'humanité? Alors, peut-être que... Non, mais le désastre de ces conférences, c'est qu'on sort de là, on se dit, mais ils n'ont pas répondu à la question. Et le désastre de ces conférences, c'est d'être sur 1h30 quand on voudrait parler de sujets qui mériteraient évidemment beaucoup plus de temps. Et le désastre de toutes ces questions, c'est qu'on pense toujours à la matière et pas à l'homme. On pense que toute la solution est dans la technologie, toute la solution. Et encore une fois, pour répondre à ce jeune homme qui posait une question, le goût des sciences finalement pour faire progresser l'intelligence, ça s'appelait dans le temps la leçon de choses. Et c'est ce qui nous connectait tous aux mécanismes des sciences naturelles et qui nous permet de comprendre pourquoi la Terre tourne, pourquoi une plante pousse, quelle est l'énergie d'une plante. Je rappelle juste un chiffre pour répondre en partie à votre question sur l'absurdité du monde. En 1940 et quelques, il fallait une énergie fossile pour générer une énergie de calories alimentaires. D'ailleurs, c'était un peu moins, c'était 0,7 pour une énergie. Aujourd'hui, il faut, pour produire une énergie alimentaire, pour une énergie alimentaire, il faut 7 calories d'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde de l'absurde. On détruit, c'est le principe qui est le même pour l'ensemble de l'agriculture, du vivant et ainsi de suite. Donc on est dans un paradoxe qui est terrible, qui est celui de se dire le progrès, ça sert finalement à quoi? Évidemment, ça sert à la santé, ça sert
à se connecter, ça sert à avoir un niveau d'intelligence à peu près équivalente, accessible à tout moment par tous, quel que soit le lieu, le village, la position géographique, mais de la même façon, pour des raisons qui pourraient être économiques et politiques, on n'a pas ce que faisait ce monsieur qui est parti soulignait, une intelligence commune, d'une maison commune, et effectivement, on reprend l'encyclique du pape, qui est tout simplement la Laudate, c'est-à-dire Oikos, notre maison commune, c'est celle de tout le monde. Cher monsieur, on avait dit un homme, une femme. Oui, alors moi je vais reprendre un peu d'altitude là du côté des satellites, ce qui m'éloigne des problèmes bassement terrestres. Alors je voulais demander à Mme Kébé, vous avez dit 120 millions de débris qui se baladent dans l'espace. Est-ce qu'on sait combien de satellites ont été détruits par des débris depuis qu'on envoie des milliers de satellites dans l'espace pour les télécommunications et autres? En fait, on ne sait pas parce qu'on n'arrive pas à observer cette taille d'objet depuis la Terre. Donc en fait, en général, on voit les impacts sur les objets. Par exemple, l'ISS ou même le télescope spatial Hubble, donc, qui était au-dessus de la Terre, on a remarqué à un moment donné que dans les panneaux solaires de ce télescope, il y avait des petits trous. Et en faisant revenir sur Terre ces panneaux solaires, on s'est rendu compte que c'était des impacts de débris. Donc en fait, les petits débris, on les repère par leurs conséquences sur les engins spatiaux, uniquement pour le moment. Beaucoup de satellites complètement détruits par des gros objets au point de ne plus fonctionner du tout. Si, après, on ne regarde pas la quantité. En fait, ce qui fait peur dans cette phrase, c'est que quand on l'a dit à un industriel, il va vous dire bah, « ça va, c'est pas beaucoup ». Donc, je dirais qu'il y en a même un, c'est trop, juste pour la réaction en cascade qu'on a derrière, en fait. Juste un, c'est trop. Parce qu'il faut savoir que l'argument qui était sorti, parce que les débris spatiaux, c'est depuis quand même les années 70 qu'on travaille dessus. Et à l'époque, l'argument qui était sorti pour ne pas faire des choses concrètes contre la prolifération des débris, c'était de dire « mais l'espace, c'est grand ». Donc, dire qu'il y a, même si c'est une collision par an, c'est déjà trop, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il nous reste quelques questions dans la salle. Voilà, une dame, on cherchait une dame. J'ai aussi une question pour Madame Kébé. La première, c'était comment est-ce que les satellites tombent? Vous avez dit qu'ils tombaient et je ne sais pas pourquoi, donc je veux bien avoir la raison. Et la deuxième, c'est comment peut-on nettoyer l'espace vu la vitesse à laquelle ces débris vont? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez un objet dans l'espace, sa trajectoire, elle est influencée par plusieurs facteurs. Par exemple, par le Soleil, par aussi la Lune. Enfin, c'est plein de forces qui sont dans l'espace. Et donc, avec le temps, si on laisse un objet à la dérive, en fait, il va se rapprocher de plus en plus de la Terre, jusqu'à un moment donné pénétrer l'atmosphère. Donc, l'atmosphère qui est cette fine couche de gaz qui recouvre la Terre. Et une fois qu'il pénètre l'atmosphère, l'atmosphère elle a des caractéristiques telles qu'elle va commencer à brûler l'engin. Il y a un choc qui se passe quand l'objet rentre sur Terre. Soit il sera détruit totalement, ou alors partiellement. Et comme je disais, en général, il va retomber dans les océans. Et par rapport aux missions de nettoyage, c'est là que la recherche intervient. Même s'il y a plein de contraintes, le travail d'un chercheur, c'est de savoir comment on va faire pour répondre à cette problématique. Donc actuellement, il y a eu plusieurs propositions de méthodes de nettoyage. Aucune n'a été testée dans les conditions réelles parce que ça coûte très très cher d'envoyer un objet dans l'espace. Et par exemple, vous avez une méthode qui consiste à utiliser un harpon, donc un harpon dans l'espace. Voilà, on harponne un gros débris et on essaye de modifier sa trajectoire de telle manière à ce qu'il rentre sur Terre au plus vite. Et sinon, pour les objets qui sont dans l'orbite qui est très éloignée de la Terre, donc c'était la géostationnaire, à près de 36 000 km, là, la solution, elle n'est pas top, c'est une orbite cimetière. En gros, on augmente l'altitude de ces objets, on les laisse là-bas parce qu'on sait que là-bas, cette altitude-là ne sert à rien du tout. Et faire revenir ce type d'objet-là sur Terre, ça coûterait la mission, en fait, pour laquelle il est enfin, c'est le 7e continent. Pardon ? C'est le 7e continent. Le 8e. 8e. Oui, il y en a un peu plus bas. Plastique. Et le 7e continent plastique, c'est un jeune de 15 ans ou 14 ans qui a imaginé une solution. La preuve, c'est que la recherche n'atteint pas l'âge. Alors, jeune homme. Du coup, j'aimerais faire une intervention très subjective et je voudrais une réponse de la part de nos deux intervenants subjectifs du coup aussi. En tant que personne née dans les années 90,
on est une génération très marquée par la question de la crise environnementale. Et d'ailleurs, on peut voir des initiatives comme 80,000 Hours Project. 80 000 heures, c'est la durée moyenne d'une carrière dans une vie. Et c'est une association qui promeut justement une idée, faire en sorte que notre vie soit un outil pour sauver l'humanité. Et du coup, moi qui ai fait un bac S et qui adore ce que vous faites, mais qui a fait un désaveu vocationnel pour me tourner vers les sciences sociales, parce que je me sentais impuissant face au monde, parce qu'on avait beau avoir toutes les solutions rationnelles, personne n'allait dans ce sens-là. Et suffit de voir, par exemple, les industriels ou certaines réponses économistes qui parlent de la communauté scientifique comme de Dieu sur Terre, des personnes omnipotentes et omniscientes qui peuvent trouver toutes les solutions pour nous sauver. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas un peu dépassé par les attentes qu'on a de la communauté scientifique en général? Qui commence? Alors, en fait, moi, quand j'ai vu le titre de la session, donc c'est comment la recherche et l'innovation peuvent-elles sauver la Terre, déjà, je me suis dit, pourquoi on met les problèmes sur les chercheurs? Comment les chercheurs peuvent sauver la Terre? Non, c'est tout le monde. Hein. Enfin, moi, je consomme comme vous, il n'y a pas de différence. Donc, non, mais c'est pour dire qu'il y a un travail en commun. Donc, peut-être que moi, je vous apporte les calculs, mais vous, avec vos compétences, vous allez faire autre chose, mais enrichir ce travail. Donc, c'est clair et net que c'est un travail en commun. Après, je pense que malgré les attentes des gens, il faut être un peu, un peu irrationnel. En fait, je ne pense même pas aux attentes des gens, en fait. C'est la question de pourquoi je fais telle chose. Moi, c'est parce que l'astronomie, c'est vraiment ma passion, les planètes, les étoiles, etc. Et en plus, à la base, je me dirigeais plus vers tout ce qui était mission spatiale, exploration de l'univers. Le jour où j'ai vu les débris spatiaux, je me suis dit, il n'y a pas moyen, j'y vais. Je me suis dit, non, mais comment ils sont arrivés à polluer même cet endroit de la Terre? Ça, je me suis dit, pour l'instant, j'y vais. On verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'en fin de thèse, la question de la politique est venue. Donc, c'était une question tout à l'heure. La politique, déjà, ça m'a fait comprendre que je ne m'étais pas trompée de filière, parce que la politique, c'est des gens qui sont assis et qui parlent beaucoup, et qui parlent seulement. Mais je me suis dit, moi, en tant que scientifique, ce qui est bien, c'est que je peux m'asseoir, les écouter, mais après, je retourne dans mon labo et je fais des choses, et je me dis, en fait, c'est pas vraiment avec eux que je vais arriver à faire quelque chose, c'est plus en parlant avec tout le monde, en fait. Juste là, pour moi, c'est un succès. Vous allez partir chez vous ce soir, vous connaissez l'existence des débris spatiaux. Et vous allez en parler autour de vous. Ça, au moins. Et du coup, moi, je me dis, donc vous le savez, j'ai entendu des goûts dans la salle. Donc si dans 5 ans, il se passe un problème, il ne faudra pas dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Non, comment ça se fait que nous, qui savions ce qui se passait en ce moment même, on n'a rien fait, ne serait-ce que poser des questions aux décideurs de qu'est-ce que vous faites pour préserver l'environnement spatial? Parce que c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas mon travail, je n'ai pas signé pour ça. Donc voilà, c'est ma réponse. Mathieu, en quelques mots, on va être obligé de s'arrêter dans quelques minutes. Donc, oui, je vais faire très très court. J'ai l'impression que votre question rejoint la question de monsieur, un peu sur l'innovation sociale, et se dit finalement, j'ai un goût pour la science, mais je me sens un peu impuissant, et peut-être que c'est pas là que ça se passe fondamentalement. Mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on est assez humble par rapport à ça. Je suis pas scientifique, moi, mais je regarde ce qui se passe dans ce monde-là. Je trouve qu'il y a une jubilation particulière à essayer de comprendre les mécanismes naturels, d'essayer d'inventer des solutions, mais grande humilité effectivement sur les choix économiques, politiques qui seront faits derrière, de mettre en œuvre telle solution ou pas. Et le trait commun peut-être à ce qu'on a dit aujourd'hui entre la poubelle de l'espace et ce CO2 qui nous empoisonne et qui est le thème du climat, c'est qu'il y a un côté agaçant à voir que finalement, bien sûr, que quand on invente quelque chose, on invente un problème. Enfin, c'est une vieille pensée de Virilio. Un avion, il n'y avait pas de crash quand il n'y a pas d'avion. Donc on invente toujours un problème avec la solution qu'on trouve, et je trouve que la science a une capacité faible à trouver des solutions aux problèmes qu'elle a posés, et que le monde de l'innovation sociale et économique a une capacité encore plus faible à adresser ce genre de problème pour des raisons qu'on comprend bien, mais que je trouve très agaçantes. Voilà. Alors, ça sera presque le mot de la fin.
Je reprendrai une phrase, je ne sais plus si elle a été de Nicolas Hulot. Nous sommes à la veille de problèmes éthiques absolument immenses. Le citoyen est-il capable de dire stop ? Vous incarnez probablement ce qu'est le citoyen d'aujourd'hui, c'est celui qui se préoccupe des sciences sociales, autrement dit de l'homme, avant, encore une fois, l'invention ou l'innovation, qui est une menace et qui pourrait devenir, entre autres, une menace pour l'homme. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, Mathieu ? Juste un petit proverbe pour la fin, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc c'est pour ça, soyez inconscients de temps en temps et faites les choses, peu importe ce que vous direz à l'entourage. Voilà. Marc, bravo. Merci à tous.